on peut y aller. D'accord. Je vais mettre les diapos. Je vais commencer. Oui, professeur, vous voyez toujours les diapos? Parfait. D'accord. D'accord, merci. Bonsoir à tous et vraiment désolé pour ce retard, indépendant de notre volonté. Et les problèmes de connexion en Afrique, souvent on est confronté à ça. Et moi, c'est Dr Hamidou Taïrou, je suis médecin allergologue, médecin du travail. J'exerce depuis 10 ans déjà à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo. Nous avons un service de dermato-allergologie. Et je remercie d'abord le REPREMAF à travers la personne du Dr Soumaïla qui a initié ce réseau pour la promotion de la recherche médicale en Afrique et qui a bien voulu nous inviter pour parler aujourd'hui des enjeux œdème héréditaires, un sujet assez méconnu sur le continent, sur lequel nous aimerons nous apaisantir. Je remercie aussi le professeur Bras Suleiman, qui est aussi le directeur de l'hôpital où j'exerce depuis 10 ans déjà. Merci, professeur, pour tout ce que vous faites et particulièrement pour ce que vous faites pour les patients vivant avec les enjeux œdème au Niger. Vous nous avez accompagnés dans cette démarche depuis plusieurs années. On travaille ensemble pour le bien-être de ces patients. Merci, professeur. Et je voudrais saluer mon cher ami, mon cher maître professeur Ouba, mon cher aîné du Burkina Faso, et qui est allergologue et professeur titulaire en ORL, qui nous a toujours accompagnés dans ce genre d'initiative. Merci, professeur. Sans oublier notre ami, notre cher collègue Pape Samba Agne, qui est pneumologue allergologue à Dakar. Merci. Sans trop tarder, je m'en vais vous parler des enjeux œdème héréditaires en Afrique pour une mise au point. Nous allons aborder ce sujet en adoptant le plan suivant. Après l'introduction, nous verrons la définition et notions histologiques, puis la classification des enjeux œdème. Excuse-moi, docteur. Oui. N'oublie pas, c'est pas un diaporama. C'est pas un diaporama? Oui. Nous allons le régler. D'accord, tout de suite. C'est bon? Parfait. D'accord, professeur. Merci. Alors, nous allons présenter cette conférence en adoptant le plan suivant. L'enjeu œdème héréditaire est une maladie rare à transmission autosomique dominante qui se caractérise généralement par des épisodes d'œdème répétés, cutanés ou sous-muqueux. En fait, il s'agit d'une libération excessive de bradykinine qui entraîne la bradykinine, elle est vasoperméante, ça entraîne donc un œdème interstitiel. En fait, ce sont des gonflements localisés affectant les tissus mous, cutanés et sous-muqueux. Classiquement, ces œdèmes sont fermes, peu prurigineux, évoluant sur plusieurs jours. Sur le plan histologique, il s'agit d'une vasodilatation avec un infiltrat périvasculaire composé de polynucléaires de lymphocytes au niveau épidermique. Bien sûr, secondaire à la libération de certains médiateurs. Ces médiateurs sont vasoactifs, notamment l'histamine, les leucotriènes et la bradykinine. En fonction du médiateur principal, on parlera d'angioédème histaminique avec activation mastocytaire et libération d'histamine. Angioédème bradykinique qui sont liés à un trouble du métabolisme des bradykinines. Nous avons aussi les angioédèmes leucotriènes qui résultent d'un trouble du métabolisme de l'acide arachidonique. D'abord des angioédèmes histaminiques.
Alors, et ces œdèmes résultent de ce qu'on appelle l'hypersensibilité de type 1, avec notamment qui met en jeu un allergène qui vient au contact de l'organisme, qui sera pris en charge par une cellule présentatrice d'antigènes, les CPA comme elle les appelle. Cette cellule va présenter l'antigène qui est l'allergène aux lymphocytes T qui vont produire des interleukines. Ces interleukines vont sensibiliser le lymphocyte B qui se différencie en plasmocyte. Le plasmocyte va produire des anticorps, notamment les anticorps IgE, les immunoglobulines E. Il faut noter que le lymphocyte B est un véritable char d'assaut. Lorsqu'il est activé, il peut produire jusqu'à 2000 anticorps par seconde. Ça, c'est la première phase. C'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. Ces anticorps vont se fixer sur la membrane des mastocytes. Et au cours d'un second contact avec l'antigène, cet allergène va directement pointer les anticorps qui lui sont spécifiques et qui sont sur la membrane mastocytaire. Et la réaction antigène-anticorps va entraîner lyse de la membrane mastocytaire avec libération des médiateurs, notamment l'histamine, les leucotriènes et autres. L'histamine, on connaît ses actions au niveau de la peau et des autres organes. Donc, l'histamine, elle est vasodilatatrice, ce qui va entraîner un érythème. Vasoperméante, ça augmente la perméabilité capillaire, ce qui explique l'apparition d'œdème dans ces réactions d'hypersensibilité immédiate. Et l'histamine a aussi une action sur les terminaisons nerveuses. Ça irrite les terminaisons nerveuses, ce qui entraîne le prurite. Angio-œdème histaminique, c'est des œdèmes rarement isolés. Ils s'inscrivent souvent dans un tableau d'anaphylaxie, associant l'urticaire, les symptômes respiratoires, en fait, qui associent les symptômes liés à plusieurs organes. Leur localisation au niveau des mains, du visage et de la sphère ORL. Le diagnostic est basé sur l'interrogatoire, les tests cutanés et les tests biologiques. Il y a aussi des mécanismes histaminiques non allergiques, c'est-à-dire qu'il y a une dégranulation non spécifique des mastocytes. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent dégranuler le mastocyte sans que ça ne passe par un mécanisme IgE médié. Le stress peut dégranuler le mastocyte. Certains médicaments, la virose aussi peut dégranuler le mastocyte, ce qu'on rencontre assez souvent dans les cas des urticaires chroniques. Cliniquement, ces réactions histaminiques non allergiques sont identiques aux réactions histaminiques allergiques. À l'interrogatoire, par contre, l'interrogatoire est incompatible avec une réaction allergique immédiate. Pas de risque de choc anaphylactique et souvent associé à une urticaire chronique. Les angioédèmes aux leucotriènes. Alors, ces angioédèmes sont liés à un trouble du métabolisme de l'acide arachidonique. Et nous savons que l'acide arachidonique libéré à partir des phospholipides membranaires a deux voies de métabolisme. La voie de la cyclooxygénase, la voie des COX, et la voie de la lipooxygénase. La première voie conduit à la production des prostaglandines. La seconde voie conduit à la production des leucotriènes. La prostaglandine, lorsqu'elle est produite, elle bloque la 5-lipooxygénase. Donc, ça bloque la deuxième voie, voie qui est la voie de production des leucotriènes. La prostaglandine est un médiateur de la fièvre, de l'inflammation et de la douleur. Et la prostaglandine augmente aussi le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire. Lorsque vous donnez un anti-inflammatoire non stéroïdien à un patient, ça bloque la cyclooxygénase. Donc, une fois que la cyclooxygénase est bloquée, il n'y a pas de production de leucotriènes. Alors, ça donne libre. Une fois que la cyclooxygénase est bloquée, il n'y a pas de production de prostaglandine plutôt. Et une fois qu'il n'y a pas de prostaglandine, la 5-lipooxygénase, elle n'est plus inhibée. Donc, ça libère la production
de leucotriène. Il y aura beaucoup de leucotriène. Et les leucotriènes ont des actions semblables à celles de l'histamine, notamment la bronchoconstriction. Il faut noter que les leucotriènes ont un pouvoir de bronchoconstriction 1000 fois plus puissant que celui de l'histamine. Ils entraînent aussi une augmentation de la perméabilité capillaire, ce qui explique l'œdème. Et justement, ce pouvoir de bronchoconstriction explique pourquoi certains asthmatiques ont un problème avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une question qu'il faut poser à tous les patients à tout asthmatique, il faudra lui poser la question de savoir s'il n'a pas de problème avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, puisque certains asthmatiques ont un profil au leucotriène. Cliniquement, il s'agit d'urticaire et d'angioœdème. Les cofacteurs sont la fièvre, les infections virales, les efforts physiques et l'urticaire chronique. C'est ce qu'on voit chez les enfants souvent quand ils font les viroses, quand on leur donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça entraîne de l'urticaire et parfois des angioœdèmes. Ensuite, nous avons les angioœdèmes bradykiniques liés au trouble du métabolisme, un trouble du métabolisme des bradykinines. En fait, la bradykinine, c'est une protéine qui a des effets positifs et des effets négatifs. Les effets positifs conduisent à la protection concourent à la protection cardiovasculaire. Les effets négatifs de la bradykinine, c'est notamment le bronchospasme qui entraîne une toux et aussi une augmentation de la perméabilité capillaire qui entraîne de l'œdème. Sur le plan physiopathologique, concernant les angioœdèmes bradykiniques héréditaires, et tout part de cette cascade de réactions avec en tête de file la précalicréine et le plasminogène. Et à partir du facteur 12, la précalicréine va donner la calicréine et le plasminogène va donner la plasmine sous l'action du facteur 12. Ensuite, la calicréine va cliver le kinine de haut poids moléculaire, la kinine de haut poids moléculaire qu'on appelle le kininogène hépatique. La calicréine va le cliver en bradykinine et la plasmine joue un rôle d'amplification. Et la bradykinine, une fois qu'elle est libérée, au niveau des récepteurs B2, elle va entraîner une hyperperméabilité capillaire qui explique l'œdème. Quel est le rôle du CIN inhibiteur? Le CIN inhibiteur, c'est une protéase qui contrôle les kininogénases, c'est-à-dire ça exerce une régulation du facteur 12, du plasminogène et une régulation du facteur 12 de la plasmine et de la calicréine, ce qu'on appelle les kininogénases. Donc, ça exerce un rétrocontrôle sur ces trois facteurs, le facteur 12, la kinine, et la calicréine et la plasmine. Pour un patient qui naît avec un déficit en CIN inhibiteur, donc il n'y a pas de régulation de ces kininogénases, notamment pas le facteur 12, la calicréine et la plasmine. Donc, elles seront produites en grande quantité et la calicréine va continuer à cliver cette kininogène en bradykinine. Et l'excès de bradykinine va entraîner un œdème à cause de l'action vasoperméante. Classification des angioœdèmes bradykiniques. Les angioœdèmes bradykiniques héréditaires sont associés à un déficit en CIN inhibiteur. Ce déficit peut être pondéral, c'est ce qu'on appelle le type 1, le plus fréquent, 85% des cas, ou fonctionnel, le type 2, 15% des cas. Les types 1 et 2 sont liés à une mutation du gène F11, ce qu'on appelle le gène SERPING. Il y a aussi des angioœdèmes héréditaires à CIN inhibiteur normal, liés le plus souvent à une mutation des gènes qui codent pour le facteur 12, pour le plasminogène, pour le kininogène et même pour l'angiopoïétine. Et d'autres mutations continuent à être découvertes. Les angioœdèmes héréditaires avec déficit en CIN inhibiteur, il y a une mutation d'un des deux allèles du gène SERPING, codant pour la protéine CIN inhibiteur.
La transmission se fait sur un mode autosomique dominant. On a dénombré plus de 400 mutations décrites. Il y a aussi des mutations de novo. C'est ce qu'on voit chez les patients qui n'ont aucun antécédent familial. Dans la famille, à partir du patient index, quand on fait le screening génétique, on ne retrouve aucun patient. Ça veut dire que ce patient a eu une mutation de novo. Dans 25% des cas, ça existe. Les variants phénotypiques type 1 et 2 sont cliniquement indistinguables. Plusieurs phénotypes et l'angioédème pour l'angioédème héréditaire, le type 1, où le médiateur, c'est la bradykinine. Le type 2, c'est le médiateur avec déficit fonctionnel, le médiateur, c'est toujours la bradykinine. Nous avons les angioédèmes assez inhibiteurs normaux avec des mutations portant sur le facteur 12. Le médiateur, c'est la bradykinine. Portant sur l'angiopoétine, sur le plasminogène, où le médiateur demeure inconnu, et aussi des angioédèmes idiopathiques. Sur le plan épidémiologique, la véritable prévalence de l'angioédème héréditaire est inconnue. La prévalence varie largement selon les régions de 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000. Une revue systématique des études épidémiologiques a rapporté que les types 1 et 2 avaient été diagnostiqués chez environ une personne sur 60 000, avec 90% des cas attribués au type 1, c'est-à-dire le déficit pondéral. Ce taux de prévalence prédit environ 5 000 patients aux États-Unis et 116 000 dans le monde, selon les estimations de la population de 2020. L'angioédème héréditaire a été diagnostiqué partout dans le monde. Il ne semble pas y avoir de disparité ethnique. En Afrique du Sud, en 2020 jusqu'en 2024, 117 cas ont été diagnostiqués. Au Kenya, 10 cas. Au Niger, 4 cas à ce jour, dont 3 ont fait l'objet de publications et un décédé par œdème laryngé en 2022. En Algérie, selon les chiffres rapportés par le professeur Jamal Eddine Well, qui est chef de service de médecine interne au CHU de Béjaïa, 284 cas ont été diagnostiqués en 2024. Cliniquement, l'angioédème héréditaire se manifeste par des œdèmes cutanés ou muqueux intermittents, sans urticaire associé, évoluant en quelques heures. Résolution plus lente que les œdèmes d'origine histaminique. Donc, quand vous avez des angioédèmes qui disparaissent au bout d'1 à 2 heures, ce n'est assurément pas des œdèmes bradykéniques. Ça tend plutôt vers les œdèmes histaminiques. Les œdèmes, pour les angioédèmes bradykéniques, c'est au moins une demi-journée à 24 heures, voire plusieurs 4 à 5 jours. Il y a aussi des symptômes abdominaux, minant des tableaux pseudo-chirurgicaux. Ça peut aller jusqu'à des syndromes occlusifs ou subocclusifs. Il peut y avoir des ascites. Et souvent, ces patients subissent de laparotomie exploratrice parce que souvent, ils présentent un syndrome subocclusif. Et je voudrais attirer aussi l'attention des pédiatres. Chez l'enfant, assez souvent, il y a une fréquence de crise abdominale. Concernant, nous avons un tableau comparatif des œdèmes allergiques histaminiques et de l'angioédème bradykénique. L'urticaire, d'abord, concernant les symptômes, l'urticaire présent dans les angioédèmes allergiques qu'on ne retrouve pas dans la bradykénique. Nous avons les symptômes accompagnateurs. C'est surtout l'anaphylaxie, tels que le bronchospasme et d'autres signes d'anaphylaxie qu'on retrouve dans l'œdème histaminique, qui n'est pas présent dans la bradykénique. La réponse au traitement de l'anaphylaxie, l'adrénaline et les antihistaminiques, les œdèmes histaminiques répondent bien. Il n'y a pas de réponse pour les bradykéniques. Ça, c'est un point très important. Souvent, quand on reçoit les patients en urgence, on a tendance, quand il y a un angioédème, on a tout de suite tendance à faire de corticoïdes, des antihistaminiques, voire de l'adrénaline. Et parfois, ça ne marche pas puisque justement, le mécanisme n'est pas histaminique. Des épisodes récurrents d'angioédème qu'on voit dans l'angioédème bradykénique, bien sûr. L'atteinte digestive, notamment le syndrome pseudo-occlusif qu'on voit surtout dans l'angioédème
qu'on voit dans l'angioédème bradykinique. Les antécédents d'anaphylaxie qu'on retrouve souvent dans l'œdème histaminique, qui n'est pas présent dans l'œdème bradykinique, qui ne sont pas présents dans les œdèmes bradykiniques. Les antécédents familiaux d'angioédème qui intéressent surtout les œdèmes bradykiniques. Et ensuite, les circonstances. Ensuite, les caractéristiques telles que l'érythème, le prurite diffus, et qu'on trouve dans les angioédèmes allergiques et dans l'œdème bradykinique, ce sont des œdèmes localisés, des œdèmes blancs, c'est-à-dire sans prurite ni urticaire, et parfois il y a la présence de la douleur. Le délai d'apparition est rapide dans le premier cas, et dans les œdèmes bradykiniques, ce délai est plus lent et la durée est en quelques heures dans les œdèmes histaminiques et au moins une demi-journée, voire une journée dans les œdèmes bradykiniques. Diagnostic biologique des angioédèmes héréditaires. Ça, c'est un protocole national de diagnostic et de soins élaboré par le CREAC, ce qu'on appelle le PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins. Le CREAC, c'est le centre de référence des angioédèmes à quinine, dont je suis membre du comité scientifique depuis 2022. C'est un centre d'excellence européen basé à Grenoble et qui s'intéresse essentiellement au diagnostic et à la prise en charge des angioédèmes en général. Et devant une suspicion d'angioédème héréditaire, il faudra faire le dosage du sein inhibiteur fonctionnel, pondéral et le dosage du complément C4. Lorsqu'il y a une baisse de la fonctionnalité et de la quantité du sein inhibiteur, ainsi qu'une baisse du complément C4, il faudra évoquer un angioédème héréditaire type 1. Dans le type 2, déficit fonctionnel, il y a une baisse de la fonctionnalité, mais la quantité est normale, voire même augmentée, puisqu'elle n'est pas utilisée. Et il y a aussi une baisse du complément C4. Et dans le cas des angioédèmes à sein inhibiteur normal, il faut faire des analyses génétiques. Il faut s'orienter notamment vers une anomalie du facteur 12 du plasminogène de l'angiopoïétine. Prise en charge des angioédèmes héréditaires. Le but, c'est de sauver la vie des patients pendant les poussées et de prévenir justement ces poussées. Les moyens sont les traitements médicamenteux. Pour les poussées, nous avons les concentrés de sein inhibiteurs, les antibradykinines, le plasma frais congelé. Pour le traitement de fond, nous avons les anticalicréines, l'acide tranexamique et le danazole, qui sont les androgènes atténués. Et parfois, on fait recours au traitement chirurgical, notamment dans le cas des œdèmes laryngés, l'œdème de Quink, qui met en jeu le pronostic vital. Et nous avons aussi l'éducation thérapeutique, qui est un aspect extrêmement important. Les cibles thérapeutiques, pour l'acide tranexamique, la cible, c'est la plasmine. Ça bloque la plasmine. La plasmine joue un rôle d'amplification dans le clivage de kininogène en bradykinine. Donc, ça diminue déjà l'apport de bradykinine. Concernant les concentrés de sein inhibiteur, donc ça va jouer le rôle de C1 inhibiteur pour exercer une régulation sur les kininogénases. Ensuite, nous avons les anticalicréines, notamment le bérotralstat, qui bloque la calicréine plasmatique. Le danazole agit au niveau du sein inhibiteur. Le danazole, ça stimule la production du sein inhibiteur au niveau hépatique, y compris par le gène malade. Le traitement des crises sévères
Donc, en cas de traitement de la... En cas de crise sévère, il faut déjà avoir vérifié les voies aériennes. Il faut avoir le contrôle des voies aériennes. Donc, on peut utiliser l'icactiban ou les concentrés de C1 inhibiteurs. En cas d'amélioration, résolution de la crise. Si réaggravation, on utilise le concentré de C1 inhibiteur ou encore l'icactiban. En l'absence d'amélioration, c'est aussi le concentré de C1 inhibiteur ou l'icactiban. En soins intensifs, ce qu'il faut faire, d'abord rechercher la prise d'IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont des véritables pourvoyeurs d'angioédème bradykinique pour les formes acquises. Traiter rapidement en fonction de l'orientation diagnostique, puisque dans le cas d'angioédème, vraiment, il faut rapidement orienter le diagnostic. Parce que si c'est des œdèmes bradykiniques et qu'on se met à faire de l'adrénaline et des antihistaminiques ou des corticoïdes, on perd du temps alors que le tableau clinique peut rapidement évoluer, mettant en jeu le pronostic vital, surtout en cas d'œdème de la sphère ORL. Il faut prévenir le réanimateur senior, préparer éventuellement une trachéotomie. Et là, je voudrais attirer un peu l'attention des réanimateurs. Souvent, quand on amène les patients qui sont en crise, surtout pour les crises sévères, parfois on a tendance à vouloir intuber. Et voilà, on retrouve ici ce qu'il ne faut pas faire, c'est de sous-estimer la gravité, c'est d'allonger le patient. Il faut mettre le patient en position semi-assise, faire un examen ORL. Ce qu'il faut éviter, de faire un examen ORL, puisque là, ça va augmenter l'œdème des tissus. Et surtout, chercher à intuber. Là, on risque d'activer encore la phase contact de la coagulation et ça va augmenter l'œdème tissulaire. Ça ne résout pas le problème. Si vraiment l'œdème est constitué, il faudra penser à faire une trachéotomie pour sauver la vie du patient. Et chaque patient, normalement, doit avoir 2 ampoules d'icactiban par an et doit être éduqué à l'utilisation ou éduquer l'entourage à l'utilisation de cette molécule. L'icactiban, c'est bien sûr l'antibradykinin qui rentre en compétition avec la bradykinine au niveau de ses récepteurs B2. Nous allons illustrer tous ces différents types d'angioédème à travers plusieurs cas cliniques. Le premier cas clinique, il s'agit d'une patiente de 36 ans présentant périodiquement des poussées d'œdème localisées aux mains, aux pieds, au visage et à la sphère ORL. Premier épisode à l'âge de 15 ans, avec un œdème localisé aux mains. Depuis, elle a présenté plusieurs épisodes d'œdème sans urticaire qui disparaissent progressivement au bout de 48-72 heures en moyenne. Il n'y a pas de réponse aux corticoïdes et aux antihistaminiques qu'on les administre à chaque épisode. Elle présenta au cours d'un épisode d'œdème une douleur abdominale paroxystique et échappa de justesse à une laparotomie exploratrice. Voilà, nous avons la patiente, nous voyons bien l'œdème des lèvres au niveau de la face. Et les facteurs favorisants rapportés par la patiente sont le stress et la fatigue. Et quelle hypothèse diagnostique, quel bilan complémentaire? Nous allons continuer avec. Donc, nous avons évoqué un angioédème héréditaire. Nous avons fait le dosage de C1 inhibiteur fonctionnel et pondéral et le dosage du complément C4 avec le laboratoire Cerba. Nous avons fait les prélèvements à Niamey et nous les avons expédiés à Paris au laboratoire Cerba de Paris. Donc, nous voyons cette patiente pour le C1 inhibiteur pondéral, le dosage pondéral est à 0,07 g par litre.
La normale est entre 0,21 et 0,39. Il y a une baisse de la quantité. Il y a une baisse pondérale du sein inhibiteur. Concernant la fonctionnalité, elle a une fonctionnalité inférieure à 8% du sein inhibiteur, alors que la normale est située entre 70 et 130%. Et nous avons aussi une baisse du complément C4, ce qui confirme le diagnostic d'angioœdème héréditaire de type 1, bien sûr, déficit pondéral. Nous avons cette patiente ici, avec cet œdème au niveau des lèvres, et l'œdème de la main. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette pathologie a une véritable dimension psychosociale. Vous voyez, souvent, les patients que nous recevons en crise, elles sont parfois complètement défigurées. En dehors des crises, il y a vraiment un décalage entre la période où la patiente, elle se sent bien et au moment où elle fait les crises. Et cette patiente, nous avons continué en faisant l'analyse du gène SERPING qui a montré une mutation homozygote du gène SERPING. À l'époque, c'était en 2018. À l'échelle mondiale, il n'y avait que 3 ou 4 mutations qui ont été décrites, mutations homozygotes qui ont été décrites dans la littérature. Elle est la 4e mutation homozygote rapportée à l'échelle mondiale. Pour les traitements, nous avons utilisé les molécules dont nous disposons. Donc, quand elle est en crise, nous avons utilisé l'hexacyl, l'acide tranexamique injectable. Pour les traitements de fond, nous continuons à utiliser l'acide tranexamique injectable, la seule molécule dont on dispose. Et récemment, nous avons eu le danazole, les androgènes atténués, et nous avons pu mettre cette patiente sous danazole. Le deuxième cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans ayant eu 3 grossesses, 3 parités et 3 enfants vivants. Elle a débuté les épisodes d'angioœdème à l'âge de 14 ans. Les œdèmes siègent essentiellement sur la face, les lèvres, la langue, en périorbitaire et aux extrémités. Ce sont des œdèmes blancs sans prurite ni urticaire, bien sûr ne répondant pas au traitement antihistaminique et aux corticoïdes. Durent en moyenne 3 jours et disparaissent progressivement. Les facteurs déclenchants rapportés étaient essentiellement le stress émotionnel, la fatigue physique et la grossesse. Les symptômes ne réagissent pas au traitement, ne régressent pas sous antihistaminique ou sous corticoïdes. Nous l'avons reçu en consultation d'allergologie médecine interne avec le professeur Bras-Suleiman à l'âge de 50 ans, 36 ans après les premières crises. Nous n'avions retrouvé aucun dossier médical dans lequel le bilan a été réalisé auparavant. Il n'y a pas de notion de prise de médicaments favorisants, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les contraceptifs. Le dosage de sein inhibiteur que nous avons pu réaliser avec le laboratoire Cerba a montré une baisse du sein inhibiteur, un déficit pondéral et une baisse du complément C4. Le diagnostic d'angioœdème de type 1 a été posé à l'âge de 50 ans. Nous avons proposé un traitement par le danazole qui a permis de réduire nettement la fréquence des crises. Le cas clinique 3, c'est la fille de la première patiente, de la patiente que nous venons de voir, âgée de 20 ans. Elle a débuté les premières crises d'angioœdème à l'âge de 13 ans, avec en moyenne 3 à 4 poussées par mois. Les œdèmes siègent au niveau de la face, des membres comme les bras et les extrémités. Les poussées d'œdème sont exacerbées surtout par la grossesse, la fatigue et le stress. Ce sont des œdèmes sans prurite ni urticaire, ne répondant pas aux antihistaminiques et aux corticoïdes. Nous l'avons reçu en consultation 7 ans après le début des premières poussées, suite à la consultation de sa mère qui était la patiente précédente. Le dosage du sein inhibiteur a montré aussi un déficit pondéral avec une baisse du complément C4 qui confirme le diagnostic d'angioœdème bradykinique héréditaire de type 1. Donc, nous avons ici la patiente en crise. Vous pouvez voir l'œdème au niveau de l'avant-bras. Et à l'époque, nous l'avons géré cette crise avec la seule molécule dont nous disposons, qui est
l'acide tranexamique en injectable et au bout de quelques heures, 1 à 2 heures, ce œdème a été complètement résorbé. Ensuite, nous l'avons mis sous danazole qui a permis de réduire la fréquence des crises. Le cas clinique numéro 4, c'est le cas qui nous a le plus attristé. Il s'agit d'un patient de 21 ans qui est la sœur de la patiente précédente, donc qui est le frère de la patiente précédente, donc le fils de la deuxième patiente. Début des crises à l'âge de 10 ans, et nous avons posé le diagnostic d'angioédème bradykinique de type 1. Malheureusement, il est décédé au cours d'un œdème laryngé dans un tableau d'étouffement de stridor avant son admission aux urgences. Il faut retenir qu'à chaque poussée d'œdème, le patient a 30% de chances de développer un œdème laryngé et une fois sur 4, en cas d'œdème laryngé, le décès survient. Le 5e cas clinique, c'est une patiente de 28 ans, allergique aux gants, qui a un problème avec les gants en latex, vu en consultation pour allergie présumée aux gants en latex. Elle présente une rhinite, une conjonctivite, une dyspnée de l'urticaire angioédème au contact des gants en latex. C'est une infirmière. Et voilà, nous avons cette patiente, c'est une infirmière. Au bout d'une journée de travail, elle a développé ce œdème dans un tableau d'anaphylaxie. Et nous avons évoqué un angioédème histaminique. Nous avons réalisé des prick tests au latex qui se sont avérés positifs. Nous avons aussi dosé les IgE spécifiques au latex qui se sont avérés positifs, notamment avec le laboratoire Cerba, le K82, qui est le latex recombinant. Et elle est à 37,30. Les IgE spécifiques sont positifs déjà quand ils sont supérieurs à 0,10. Nous avons réalisé un test de provocation au latex, c'est-à-dire nous avons pris un doigtier de gant que nous avons placé sur un de ses doigts et au bout de 5 minutes, cette patiente a fait une réaction anaphylactique et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Le latex est un allergène très puissant, il faut vraiment éviter les tests de provocation au latex. Donc, il s'agit d'une allergie au latex, un angioédème histaminique. La prise en charge, nous avons utilisé les corticoïdes, les antihistaminiques, l'adrénaline et le changement de poste de travail. Le cas clinique, le prochain cas clinique, il s'agit d'une patiente de 6 ans présentant des angioédèmes après la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. À 3 reprises, vous voyez ce œdème qu'elle présente au niveau de la face. À 3 reprises, d'abord avec le kétoprophène, puis avec l'ibuprofène. Bien sûr, dans le cas des angioédèmes aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut faire des tests de provocation. Il faut chercher une alternative. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont classés selon leur pouvoir d'inhibition de la cyclooxygénase. Les plus forts sont le kétoprophène et l'acide acétylsalicylique. Ensuite vient l'ibuprofène. Donc, cette patiente que j'ai discuté avec mon maître, sur le cas duquel j'ai discuté avec mon maître d'allergologie, qui est le docteur Jacquier, et l'un des anti-inflammatoires le plus utilisé au Niger, c'est l'ibuprofène. Alors, nous l'avons testé sous antihistaminique. Elle a bien toléré. Donc, nous avons fait des tests de provocation à l'ibuprofène. Et comme alternative, nous avons proposé l'ibuprofène, mais toujours associé aux antihistaminiques. Et elle n'a pas développé d'angioédème sous antihistaminique. Et le cas clinique numéro 7, c'est une patiente de 56 ans vue pour angioédème de la langue et de la sphère ORL avec une dyspnée, une dysphagie, une dysphonie aussi. Plusieurs épisodes d'œdème dans l'année, il n'y a pas de réponse aux corticoïdes et aux antihistaminiques qu'on lui proposait à chaque poussée d'œdème. En fait, c'est une patiente hypertendue sous IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, depuis 10 ans. Le début des crises d'angioédème à la 9e année du traitement. Donc, c'est des angioédèmes aux IEC, peut survenir, on dit, de quelques heures à quelques jours, voire plusieurs années après le début du traitement.
et jusqu'à 6 mois après l'arrêt d'un UEC, on peut avoir une rémanence du produit dans l'organisme et ça peut faire ça peut encore générer l'œdème. Donc, les angio-œdèmes aux UEC, par quel mécanisme ça survient? Et on avait tout à l'heure évoqué le kininogène qui est clivé en bradykinine. Et la bradykinine, en fait, elle a une durée de vie courte. Elle est rapidement désactivée par l'aminopeptidase P, la carboxypeptidase et bien d'autres molécules encore. Et aussi l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion de l'angiotensine 1. Cette enzyme de conversion, c'est la molécule qui désactive le plus la bradykinine. Une fois que la bradykinine a fini son effet physiologique, elle est surtout désactivée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1. Donc, quand vous donnez un inhibiteur de l'enzyme de conversion à un patient, vous bloquez l'enzyme de conversion. Ce qui fait que la bradykinine, après son effet physiologique, elle n'est plus inactivée. Et ça peut entraîner un œdème par son action vasoperméante. Donc, voilà le mécanisme par lequel les UEC peuvent entraîner. Et la bradykinine entraîne la toux aussi, puisqu'on avait vu dans les effets négatifs de la bradykinine, ça entraîne une bronchoconstriction qui explique la toux. Donc, cela explique la toux qu'on voit dans les traitements UEC, qu'on voit chez 15% des patients, et on retrouve l'angio-œdème chez 1% des patients. Ce qu'il faut retenir, même dans ce cas, il y a une composante génétique. Puisque normalement, quand l'enzyme de conversion est inhibée, le relais est pris par l'aminopeptidase P ou la carboxypeptidase, qui peuvent continuer et les autres molécules qui peuvent continuer à inactiver, à désactiver la bradykinine. Mais malheureusement, chez certains sujets qui font les angio-œdèmes aux UEC, ils ont un déficit en aminopeptidase ou en carboxypeptidase, un déficit congénital. C'est pour ça qu'on dit que c'est génétique. Et on voit ça surtout chez les sujets non caucasiens. Donc, nous l'avons traité avec de l'acide tranexamique injectable, 2 ampoules. Vous voyez l'œdème chez cette patiente. Et quand on a mis l'acide tranexamique au bout de 1 à 2 heures, l'œdème s'est complètement résorbé. Donc, il faut arrêter l'UEC et prescrire un ARA2, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. Et même sous ARA2, il y a certains qui développent aussi un angio-œdème. 10% de ces patients. Donc, vous voyez, là, nous avons la patiente en crise. Et quand nous avons fait les injections d'acide tranexamique, voilà, au bout d'1 à 2 heures, là, l'œdème s'est complètement résorbé. Donc, ici, devant un algorithme d'angio-œdème aux UEC, devant un angio-œdème, il faut vérifier un traitement par UEC actuel ou dans les 6 mois précédents. Parce qu'on avait dit que même 6 mois après, il peut y avoir une rémanence du produit dans l'organisme. Donc, si oui, il faut suspecter l'angio-œdème aux UEC. Sinon, pas d'angio-œdème aux UEC. Si angio-œdème aux UEC, si une crise sévère, oui, il faut hospitaliser le patient. D'accord, il faut administrer de l'icactivant, l'antibradykinine. Sinon, demander une consultation spécialisée avec arrêt des UEC et les remplacer par les ARA2. Nous venons maintenant aux particularités africaines et les défis concernant cette pathologie qui est l'angio-œdème héréditaire. En Afrique, malheureusement, il y a une méconnaissance de la maladie par les professionnels de la santé, entraînant une errance diagnostique, un retard diagnostique. Par exemple, en Afrique du Sud, nous avons retrouvé une étude au Cap sur 43 patients issus de 12 familles. La durée de la maladie avant le diagnostic, la durée moyenne était de 10 ans. Au Niger, sur les 4 patients diagnostiqués à ce jour, une patiente avait eu 36 ans d'errance diagnostique. 3 patients ont entre
3 et 21 ans de retard diagnostique. Il faut retenir aussi qu'en Afrique, cette maladie est sous-diagnostiquée et sous-déclarée. La prévalence mondiale est de 1 sur 50 000 habitants. En Afrique du Sud, à ce jour, dans une étude que nous avons retrouvée, sur 100 patients en 2018, on estime en théorie, 100 patients ont été diagnostiqués en Afrique du Sud en 2018. On estime en théorie qu'il y aurait plus de 800 patients en Afrique du Sud en 2018 qui sont dans la nature, qui n'ont pas eu de diagnostic. Au Niger, au total, nous avons eu à ce jour à diagnostiquer 4 patients avec une population à 26 millions d'habitants. Assurément qu'il y aurait beaucoup de patients qui sont dans la nature sans extrapoler et qu'il faudrait aller rechercher et poser les diagnostics. Au Kenya, 10 patients diagnostiqués avec une population à 52 millions. Il y a aussi l'accès limité aux traitements modernes en Afrique. La gestion de la crise aiguë constitue un véritable défi. Faible accès aux infrastructures de santé et sans médicaments efficaces, nous n'avons ni les activants ni le concentré de ces inhibiteurs. Et il faut retenir que l'ampoule d'icactivant coûte dans les 400 000 francs CFA. En Afrique du Sud, sur un total de 43 patients, seuls 4 patients ont eu accès à l'icactivant pendant la crise et 11 ont été traités par le plasma frais congelé. Au Niger, nous traitons les crises par l'acide tranexamique injectable et par le plasma frais congelé. Aucun patient n'a eu accès à ces molécules pour le traitement moderne. Nous avons ici les différents centres d'excellence et de référence concernant l'angioédème héréditaire à travers le monde. On voit que partout dans le monde, ces centres continuent à voir le jour. En Afrique, on en dispose seulement au Kenya et en Afrique du Sud. Et conclusion et recommandation, l'angioédème héréditaire est une maladie rare avec une symptomatologie polymorphe avec beaucoup d'errances diagnostiques. Certaines localisations peuvent être fatales. En l'absence de prise en charge adéquate, ces thérapies sont souvent indisponibles en Afrique. Et il faudra faire une sensibilisation de l'ensemble des professionnels de la santé à l'angioédème héréditaire, la promotion du renforcement des patients dans les centres d'excellence, mise en place d'un registre national, la promotion de l'autogestion de la maladie par chaque patient, la responsabilisation de chaque patient vis-à-vis de son traitement, la collecte d'outcome data démontrant la valeur des traitements, l'amélioration du diagnostic et de la prise en charge des angioédèmes héréditaires, la sensibilisation des patients à l'importance de la participation active à la recherche clinique, la formation des réanimateurs à la prise en charge des urgences en cas d'angioédème héréditaire et notamment à la pratique de la trachéotomie. Je voudrais, avant de conclure, de finir, adresser mes remerciements à l'HAEI International, Héréditaire Angioédéma International, qui est une association internationale qui s'occupe du bien-être, une association mondiale qui s'occupe du bien-être de ces patients vivant avec l'angioédème héréditaire. J'aimerais particulièrement remercier Madame Patricia Karani, qui est la représentante Afrique subsaharienne de cette organisation mondiale. C'est une dame qui se bat tous les jours pour le bien-être de ses patients et qui continue à aider les médecins à avancer dans le diagnostic et la prise en charge de ces patients. Je vous remercie. Oui, professeur, vous nous suivez? Oui, je suis très bien. Est-ce que le modérateur il a pu nous rejoindre? Professeur Oba, il est toujours avec nous en ligne. Okay. Je pense qu'il peut activer son micro. Professeur Oba? Je ne sais pas si professeur Oba
nous entend? Oui, donc, si vous, professeur, je pense que si vous avez donc des éléments, je ne sais pas, de précision à faire, le temps qu'on retrouve professeur Ova. OK. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous rappelons que professeur Suleiman Bra est enseignant-chercheur à l'université Abdou Moun de Niamey. Il est interniste, il est médecin interniste. Et nous le remercions encore une fois pour la disponibilité précieuse donc, qui nous a accordé afin d'être avec nous ce soir, malgré les problèmes techniques, environ plus de 30 minutes de retard. Merci. Pour ça, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Soumaïla. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je remercie le REPREMAF à travers toi pour vraiment tout ce que vous faites. Et je constate que vous tenez vraiment tous mes encouragements. Il ne faut pas lâcher, continuer à travailler dans ce sens pour échanger les connaissances. Je remercie mon ami et collègue Dr Tahirou pour ce beau panorama-là, sur lequel vraiment je n'aurais pas grand-chose à apporter de nouveau par rapport à ce qu'il a dit. Je voudrais juste préciser un certain nombre de choses. Ça peut être des répétitions, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. J'estime que vraiment c'est important que nous, praticiens de la santé, qu'on ait ces aspects-là régulièrement dans nos têtes. Le fait que sur le plan épidémiologique, vraiment, c'est sous-diagnostiqué chez nous. Ça, il faut le savoir à travers nos cas que nous avons pu suivre et diagnostiquer. Nous avons compris que ce sont des patients qui vivent pendant plusieurs années sans être diagnostiqués. Et l'exemple de la famille que Dr Tahirou vient de présenter, les enfants, eux, ont eu la chance d'être là au meilleur moment où c'était possible de faire le diagnostic, où il y a des gens, Dr Tahirou était là, il y a des gens qui peuvent faire le diagnostic, qui peuvent penser à la pathologie. Eux, ils ont pu être diagnostiqués. Mais sinon, vraiment, dans nos pays, c'est très sous-diagnostiqué. Et c'est pour ça que moi, je pense que chaque praticien doit avoir ça dans un coin de sa tête, dans notre pratique quotidienne. Si on prend l'exemple de nos stomatologues, de nos ORL qui travaillent au niveau de la sphère ORL ou bien stomatologique, savoir que souvent, c'est juste au cours d'un acte chirurgical, d'une extraction dentaire, qu'on peut déclencher la crise et ça peut être vraiment le point de départ de la crise. Donc, dès qu'on rencontre un angioœdème ou un œdème laryngé au décours d'une extraction dentaire ou en tout cas d'un geste invasif au niveau de la face ou au niveau de la sphère ORL, il faut toujours y penser. Et je voudrais insister sur aussi un point. Dr Tahirou l'a dit, mais je pense que je dois le dire parce que sur ma petite expérience des angioœdèmes, même en Europe, beaucoup de patients sont décédés parce qu'ils sont venus aux urgences dans un tableau d'œdème laryngé et les réanimateurs et les urgentistes, le SAMU, se sont acharnés à vouloir intuber les patients. Il faut savoir vraiment que intuber les patients qui ont un angioœdème laryngé de ce genre, dès que la sonde touche à l'oropharynx, ça déclenche le processus et ça aggrave, ça amplifie le phénomène d'œdème. Oui, excusez, activez votre vidéo. Si la vidéo? La vidéo? Vous pouvez activer votre vidéo, oui, si la connexion le permet, bien sûr. Alors. Votre caméra. Ouais, c'est ça. Je vais regarder. Donc, entre-temps, docteur Samba Papa nous a rejoint et le professeur aussi est encore là.
Très bien. Alors, donc, je disais que j'insistais encore une fois sur le fait de ne pas vraiment vouloir intuber les patients parce que même si on n'a pas de médicaments, on n'a pas de dérivé du C1 inhibiteur ou l'icatibant, rien qu'en faisant la réanimation, en mettant de l'oxygène chez le patient, on peut espérer que le patient s'améliore. Mais dès qu'on met la sonde d'intubation dans l'oropharynx, ça va amplifier le phénomène d'œdème et on aggrave le patient, en fait. On l'aide à mourir, malheureusement. Et gardez toujours les 30% des patients qui ont un jeu œdème, ils peuvent venir régulièrement avec un œdème cutané. Mais à chaque poussée d'œdème cutané, gardez en tête que dans 30% de risque qu'il fasse un œdème laryngé. Donc, un patient, quelle que soit sa présentation clinique habituelle, peut facilement basculer vers un œdème laryngé et aggraver son tableau clinique. Enfin, ce sur quoi je voudrais parler, on ne peut pas parler de ce genre de pathologies un peu rares qui sont méconnues et sous-diagnostiquées sans parler du traitement. Effectivement, Dr Tahirou a insisté là-dessus, vraiment les molécules idéales pour la période de crise, on ne les a pas. Mais moi, je pense qu'avec ce que nous avons sur la main, l'acide trianhexamique, nous avons le plasma frais congelé. En tout cas, pendant la période d'urgence, on peut souvent même associer les deux molécules. On va avoir des effets plus amplifiés et avoir une résolution de l'œdème. Et maintenant, dans le traitement de fond, on peut toujours continuer à se battre avec l'acide trianhexamique, mais dans nos pharmacies, vraiment, même sur commande, le danazole, on peut l'avoir pour continuer le traitement pour les patients. Et attention toujours aux patients qui viennent pour douleur abdominale, aux urgences chirurgicales et chez qui les chirurgiens n'ont rien trouvé après l'apparotomie. Nous, les internistes, classiquement, on dit douleur abdominale sans étiologie. C'est, docteur Soumaïla chez vous, c'est l'épilepsie insulaire, c'est l'enjeu œdème bradykénique et ensuite c'est la porphyrie. Donc, dès qu'on trouve que des douleurs abdominales n'ont pas de diagnostic, c'est probablement ces trois diagnostics-là. C'est ce qu'on nous apprend en médecine interne. Donc, vraiment, voilà ce que je peux dire rapidement sur cette belle présentation de Dr Tahirou qui nous a fait vraiment un panorama de cette pathologie de façon vraiment experte. Et je le remercie encore une fois pour tout ce qu'il fait dans la prise en charge de ces patients-là. Voilà, docteur Soumaïla, merci beaucoup et je salue les autres qui sont connectés et avec qui on n'a pas pu se présenter au début. Merci beaucoup. Alors, humain est levé. Merci beaucoup, professeur Souleymane Bra, pour ces précisions. Oui, professeur Oba, on vous entend. Donc, nous avons l'honneur de recevoir professeur Oba Kampa Dilemba, qui est professeur titulaire en ORL à Ouagadougou, également allergologue. Professeur, vous avez la parole, on vous entend. Dommage qu'au début, on n'ait pas pu... Non, mais en fait, je n'ai rien raté parce que je vous entendais, je vous voyais, mais c'est vous qui ne m'entendiez pas. Alors, donc, du coup, j'ai bien suivi l'exposé. Et je tenais d'abord à féliciter le docteur Tahirou que vous avez présenté, mais il est peut-être bon de revenir sur le fait que c'est un médecin du travail qui est allergologue et qui est membre du CREC, c'est-à-dire le Centre de référence des enjeux œdème, ce qui fait que cet exposé est riche d'enseignements et même que je me rappelle qu'il a eu le prix de la Société française d'allergologie, donc c'est tout à son honneur. En tout cas, docteur Tahirou, félicitations. Alors, deuxième élément, c'est que nous n'avons pas pu nous présenter, c'est vrai, parce que je ne vois pas à l'affiche le docteur Papa Samba Agne, qui est pneumologue allergologue au CHU de Fannes. J'espère qu'il est là. Heureusement qu'il y avait...
Alors, heureusement qu'il y avait le professeur Suleiman Bra qui nous a représenté valablement avec cette dystocie de démarrage du webinaire. Alors, pour peut-être dire un mot concernant le thème, je pense que c'est un thème qui est très pertinent et qui est à propos, parce que c'est un de nos soucis. Qu'on soit médecin interniste, qu'on soit réanimateur ou qu'on soit ORL, vous voyez que nous sommes tous pratiquement interpellés. C'est une pathologie qu'on gagnerait vraiment à s'approprier parce que, de mon point de vue, il y a 3 défis que nous devons relever. Le premier, d'abord, c'est apprendre nous-mêmes en tant que praticiens à connaître la pathologie. Les enjeux œdèmes sont dans nos consultations quotidiennes. Malheureusement, nous avons un plateau technique qui est souvent limité, notamment dans les explorations. Je vois que Taïrou se bat pour avoir quand même les explorations complémentaires de base avec ses collègues du Nord, et ça, c'est une excellente chose. Notre souhait, c'est que nous puissions le gérer dans nos relations sud-sud. Mais ça, c'est un projet. Deuxièmement, nous avons le problème de l'accès aux moyens de prise en charge. Et là, le professeur Bra, je crois qu'il vient de me précéder, l'a souligné. Là également, il faut que nous mettons les... Parce qu'une chose est de poser le diagnostic, une autre est de prendre en charge le patient. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est une urgence. Lorsque ce sont des manifestations localisées au niveau des membres, au niveau de la face, ça va, mais lorsque ça touche l'oropharynx et le larynx, nous avons un engagement à brève échéance du diagnostic vital. Et puis, bien entendu, nous allons certainement nous orienter petit à petit vers la recherche. Alors, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, bravo à Taïrou et je pense que les échanges vont continuer. Oui. Merci. Est-ce que je pourrais prendre la parole? Bonsoir tout le monde. Oui, est-ce que je pourrais prendre la parole? Professeur Samba. Oui, docteur Samba, merci beaucoup et bienvenue. Merci de me donner la parole. J'ai pris un peu de retard et j'ai été un peu piégé par le site et je viens de me connecter. J'ai raté une partie de la communication, mais je crois que j'en ai entendu l'essentiel. Il s'agit de partager nos expériences. Peut-être au Sénégal, je suis confronté à l'enjeu œdème, à bradykinin depuis 20 ans, depuis ma première année de pratique allergologique au Sénégal, quand un réanimateur m'a envoyé une patiente qui avait fait un œdème de la glotte et qui a été intubée de façon orotrachéale. Le bilan fait à l'étranger a montré tout de suite qu'il s'agissait d'un œdème à bradykinin. Malheureusement, cette jeune femme est décédée quelques années plus tard d'un œdème de la glotte quand cet réanimateur était absent de cette ville. Depuis lors, je crois qu'au total, j'en connais au moins 8, dont 3 familles. Pour certes, et le gros problème que j'ai avec ces patients, le diagnostic ne pose pas de problème en ce sens qu'ils font un bilan biologique à l'étranger et on a le résultat. Le gros problème que j'ai avec eux, c'est l'observance thérapeutique. Il est vrai que les médicaments manquent, mais le Danatrol, on peut le commander. L'acide transphénamique est présente à Dakar. Et fort heureusement, au cours des 20 ans, j'ai tissé des relations avec des réanimateurs et les ORL. Et en cas d'accident, en cas d'événement, je les adresse à ces services où ils sont mis en observation. Et là, malgré nos dénuements, on se contente de nébulisation d'adrénaline. Ça raccourcit un peu le délai d'hospitalisation qui peut être limité à 2 jours. Et là, je crois qu'on doit ajouter certains éléments dans le diagnostic et dans la sémiologie, parce que j'ai eu 2 cas où un des patients a fait un œdème de la glotte parce qu'il avait fait un encéphalus et il avait vomi. Dans la littérature, mais un encéphalus avec des vomissements peut être à l'origine de l'œdème de la glotte. C'est le seul patient pour lequel j'ai administré de l'icatibant. Le lendemain, il m'a dit comment on a ce médicament. À l'époque, ça a coûté 800 000 francs. Malheureusement, ce patient est décédé quelques années plus tard d'une insuffisance cardiaque, d'une tuberculose poussée. Depuis lors, j'ai du mal à les réunir autour d'une seule question, faire une association de patients.
bien qu'on n'ait pas pu faire une association de patients, on a fait un groupe WhatsApp. Et en cas d'accident, certains acceptent de renoncer à leur stock, une partie de leur stock de Danatrol pour qu'un autre soit traité. Et les cas les plus jeunes que j'ai rencontrés à Dakar, c'est des cas qui avaient 4 ans. Aujourd'hui, cet enfant doit avoir 12 ans et je l'ai perdu de vue. Je ne conservais que le numéro de téléphone de ses parents. Aujourd'hui, j'ai un seul patient qui est fidèle. Et chez ce patient, elle prend du Danatrol tous les jours et elle n'a plus d'incident. D'autres patients m'ont posé certains problèmes quand ils se sont bagarrés. Et la question que je me suis posée, est-ce que des patients comme ça ne devraient pas être engagés dans une formation de communication non violente? Enfin, un mot pour dire sur l'épidémiologie. Il y a une étude qui est scandinave, qui a été très précise pour évaluer l'incident, la prévalence de la maladie. Elle avait trouvé 1 sur 167 000 patients dans ce pays-là, ce qui correspondrait, nous, au Sénégal, à une population de 300 patients. 300 patients pour lesquels on connaît vite, mais dans les familles, il y a une certaine banalisation de la maladie parce qu'ils ont souvent des accidents cutanés de bonne évolution. Mais on n'est pas à l'abri de surprises. Cela dit, je remercie Tahirou qui me permet de participer à cette rencontre, une rencontre qui est riche en enseignements, bien que j'en ai raté une partie. Un dernier mot sur les enjeux liés aux IEC. Quand j'en rencontre, je l'adresse le patient à son cardiologue pour lui demander de réviser le traitement. La révision du traitement, avec la révision du traitement, tout rentre dans l'ordre. Enfin, si vous me permettez de finir, Tahirou, je n'ai pas la même pratique que toi quand il s'agit des angioedèmes liés aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et aux antalgiques. Habituellement, je cherche une molécule qui est tolérée. Et si une molécule est tolérée, je leur donne une liste d'éviction avec la molécule tolérée et les molécules sur lesquelles j'ai des doutes. Je vous remercie et j'attends votre retour sur ce que je viens d'apporter. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres amendements, d'autres apports? Oui, professeur, je peux juste dire un petit mot. Oui. Oui, merci. Merci, vraiment ravi de faire votre connaissance. Également notre collègue du Sénégal. Très intéressantes les expériences que nous venons d'écouter. Je voulais juste rajouter l'intérêt de vraiment faire des cartes ou des petits carnets pour nos patients. C'est des patients qui peuvent faire des symptomatologies bizarres et partir de n'importe quelle urgence dans nos centres de santé. Si on arrive à leur faire un petit carnet sur lequel on explique ce qu'ils ont et ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire et les gestes à faire et surtout qui contacter, souvent ça permet de sauver ces genres de patients-là. Malheureusement, on a perdu il y a quelques années un de nos patients parce que j'estime qu'il est venu aux urgences, malheureusement là où il était passé, les gens ne connaissent pas la pathologie, ils ne savent pas ce qu'il faut faire et ils ne savent pas qui appeler. Malheureusement, il est décédé dans un tableau d'œdème laryngé. Donc, c'est vraiment ce que je voulais rajouter. Les quelques patients que nous avons, leur faire vraiment des cartes qu'ils vont garder avec eux ou des petits carnets dans lesquels il faut qu'on explique tout ce qu'ils ont et ce qu'il faut faire pour les collègues. Merci beaucoup, professeur. Oui, je pense que c'est une très belle proposition. Ça rentre même dans le cadre du suivi des patients. Oui. Y a-t-il d'autres intervenants? Je vois une main levée. C'est moi. D'accord. Ouais, Théo. Alors, j'aperçois Jean-Pierre. Jean-Pierre, il voulait peut-être parler, Jean-Pierre? Oui, c'est ça, c'est moi. Oui, donc je voulais intervenir sur le point suivant.
quand vous avez des dosages de C inhibiteurs, vous les envoyez en France? En ce qui me concerne au Sénégal, oui. D'accord, parce que j'ai appris tout à fait récemment que le dosage était possible, mais ça, c'est à vérifier, et il était possible de le faire à Lomé. Oui, oui, si je peux intervenir, le dosage est actuellement possible à Lomé. Moi-même, je l'ai découvert récemment à travers une patiente du Bénin. Oui, Stéphanie, une patiente de Stéphanie. Une patiente du Bénin que le docteur Franck Yedomon, il m'a mis en contact avec une patiente du Bénin pour affiner la prise en charge thérapeutique. Et j'ai échangé avec la patiente, je l'ai mis sous danazole et c'est dans ce cadre que j'ai appris qu'à Lomé, actuellement, il y a un laboratoire qui fait le dosage du sein inhibiteur. Il fait le dosage pondéral. J'en ai discuté, j'ai vu Isabelle Bocon-Gibaud, qui est du Créate là, à Grenoble. J'ai vu récemment, j'ai demandé si la technique était compliquée. Pour les dosages pondérales, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, a priori, ce serait OK. Pour les dosages fonctionnels, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Mais par contre, si vous voulez des dosages pondérales, c'est tout à fait possible, au lieu de les envoyer en France, de voir avec le MEI si c'est possible ou pas. Oui, pardon. Je pense que Jean-Pierre a mis le doigt sur la vraie question. Il faudrait que nous travaillions à ce que nos biologistes s'investissent dans ces explorations. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nos biologistes ne pourraient pas faire un dosage pondéral. Nous avons de grands laboratoires ici, ou bien c'est parce que la demande n'est pas importante, ce qui nous ramène à la question de mieux connaître la pathologie. Parce que lorsqu'on dit que la pathologie est rare en Afrique, ce n'est pas exact. Je pense qu'elle est sous-diagnostiquée, comme l'a dit Taïro. D'autres interventions? Oui, alors autre chose. Oui. Mis à part les IEC, tu as aussi les liptines qui peuvent être un facteur d'angioëdème. Alors, je ne sais pas si vous en utilisez en Afrique de l'Ouest, les liptines pour les antidiabétiques, mais ça peut être un facteur de poussée d'angioëdème. Tout à fait. Oui. Oui. Si je peux me permettre, je crois que ce qui devrait faire marcher, ce qui devrait changer la donne, c'est faire des associations de patients. Eux-mêmes sont les avocats de leur cause et quand ils en parlent, c'est comme ça qu'on peut recruter des patients qui ont le même problème, mais qui ne savent pas où aller. En fait, le gros des problèmes, c'est que les patients ont ce problème et de temps en temps, l'évolution est spontanément favorable, même sans traitement, ce qui conduit à la banalisation. Et quand l'évolution est défavorable, c'est un drame qui est malheureusement classé sans suite. C'est l'association des patients, de mon point de vue, est un bon point de départ pour avoir les médicaments et pour une meilleure connaissance de la maladie et l'équipement des laboratoires. Très bien. Si j'ai bien compris, il y a un centre de référence en Afrique du Sud et au Kenya, c'est ça, au Kenya. Oui, un centre de référence et d'excellence. Oui, d'accord. Donc, il y en a en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. OK. En Afrique de l'Est. Il y a un centre de référence en Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, oui. Et comme ça, vous pouvez tout centraliser vos sérums, etc. et vos cas. Ouais. Ouais. Vous aurez plus de cas, et ce sera mieux connu. Une belle proposition. Et actuellement, il y a le professeur Peter Johnny d'Afrique du Sud qui est en train de faire une grande étude à l'échelle continentale pour le profilage génétique des angioëdèmes héréditaires en Afrique. Et ils m'ont envoyé le protocole. Ils m'ont envoyé le protocole pour... j'ai reçu récemment le protocole. Ils voudraient bien que nous soyons associés à cette étude. Et je voudrais dire qu'il faudra forcément que nous mutualisons nos efforts afin de mieux cerner cette pathologie dans notre sous-région. Avec tous les projets de collaboration qu'on a avec le docteur Samba, je pense que l'angioëdème fera partie de tout ce qu'on compte faire ensemble, docteur. Bien sûr. Bien sûr.
Je pense qu'il y a des questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, professeur Oba, dans le chat, là où c'est écrit QER, donc il y a des questions et donc, qui ont été posées par écrit. Oui. Ouais, je vais vous demander, parce que moi, mon écran n'est pas très fonctionnel, de leur passer la parole. La première question, c'est moi qui l'ai posée, c'est à propos de l'EME, là. Donc, on peut y passer. OK. Ensuite? Donc, ensuite, nous avons une question qui est posée comme suit. Félicitations pour votre exposé, docteur. J'ai quelques questions. Avez-vous des recommandations pour le dépistage familial en pédiatrie, surtout chez le nouveau-né de parents atteints? Et ça, c'est la première question. Il a posé 3 questions. Je peux les lire toutes ou bien au fur et à mesure? Oui, concernant la première question, le dépistage en pédiatrie, déjà, il faudra attendre 2 ans avant de faire le dosage de ces inhibiteurs. Avant 2 ans, souvent, on risque d'avoir des faux diagnostics. Et il est important de screener, de faire le screening génétique, de faire le dépistage. Le patient qui a été diagnostiqué en premier, on l'appelle le premier patient qu'on a diagnostiqué. À partir de ce patient, il faut revoir toute la famille. Il faut faire le screening génétique, le dosage du sein inhibiteur, le screening génétique de toute la famille. Ça, c'est systématique. Normalement, c'est systématique dans une famille. Et justement, se pose même le problème de dépistage chez nous. Souvent, même les patients, pour les amener à faire le dosage du sein inhibiteur, il faudra compter pas moins de 150 à 200 € à partir de chez nous pour les envoyer à Paris. Souvent, c'est vraiment compliqué pour ces patients, d'où l'importance d'avoir ce dosage-là sur place. D'autres questions sur le chat, ça va? Ce que je voulais dire, c'est que le premier patient qui a été diagnostiqué, on l'appelle le patient index. À partir de ce patient index, il faut screener toute la famille. Et je vais donner l'exemple d'un cas qui a eu lieu en France, que nous a rapporté le professeur Bouillet, que je salue au passage, qui est la patronne du CREAC. C'est le cas d'un monsieur dont la sœur a été diagnostiquée porteur d'angioédème héréditaire depuis la très jeune enfance, depuis la jeune enfance. Mais ce monsieur n'a jamais fait le dépistage jusqu'à l'âge de 60 ans. Un jour, pendant qu'il suivait un match de rugby, il a fait sa première crise et c'était un œdème laryngé, c'était un œdème de Pink. Il s'est retrouvé aux urgences. Heureusement, l'urgentiste qui était de garde ce jour-là, il connaît cette pathologie, ils ont fait la trachéotomie, ils ont pu lui sauver la vie. Donc, c'est dire vraiment l'importance de faire le dépistage chez toute la famille. Merci. Oui. Ça va? Donc, la deuxième question est posée comme suit. Y a-t-il des biomarqueurs plus promoteurs pour le diagnostic précoce de l'angioédème héréditaire chez les enfants, en dehors des dosages classiques de CINH et du complément? Oui, concernant les biomarqueurs, ils sont en perspective. C'est des perspectives pour la recherche. Et récemment, on a parlé de biomarqueurs qu'on pourra doser pendant les crises d'angioédème. Tout cela vraiment demeure en perspective pour la recherche. D'autres questions? Voilà. Donc, la troisième, donc, du même participant, qui s'appelle Héritier Ganga, il dit, y a-t-il des avancées possibles sur les thérapies géniques chez les enfants atteints d'angioédème héréditaire? Oui, bien sûr. À ma connaissance, il y a des gènes qui ont été découverts concernant, c'est-à-dire on peut, à partir de certains gènes, certaines mutations génétiques qui ont été mises à jour, on peut dire si ce patient il est à risque de faire des crises sévères ou pas. Ça, c'est des études récentes menées dans les pays occidentaux.
Mais concernant vraiment la thérapie génique, ça demeure toujours dans le cas des perspectives thérapeutiques. D'autres questions sur le chat? Voilà, donc nous avons encore Sandra Zohun qui dit merci et bravo Dr Tahirou pour cet exposé riche en informations. Au Bénin, nous avons des cas suspects. Pouvez-vous nous donner les coordonnées de l'association? Oui, bien sûr, je pourrais vous mettre en contact avec Madame Patricia Karani, déjà qui œuvre en Afrique subsaharienne pour la formation des médecins dans ce domaine et pour le dépistage des cas d'angioédème. Et aussi, je pense que le cas du Togo, je peux vous mettre déjà au Bénin en contact avec le docteur Franck Yedomon aussi, que nous avons formé sur cette thématique, qui pourra vous aider. Et le laboratoire du Togo pourra être, pour celui qui est au Bénin, je pense qu'à partir, on peut envoyer ces prélèvements à Lomé. Pourtant, Jean-Pierre, le prélèvement que j'ai vu pour ma patiente de Cotonou, c'est à la fois le dosage pondéral et fonctionnel. C'est les deux que j'avais vus, le résultat qu'elle m'a envoyé. Elle m'a dit que ça a été fait à partir de Lomé. Donc, je pense que la piste de Lomé, pour ceux qui sont au Bénin, ce serait une bonne perspective, une piste à explorer. Et en plus, je disais qu'il y a le professeur et il y a le docteur Franck Yedomon, qui est dermatologue allergologue à Cotonou, qui est aussi impliqué dans la question des angioédèmes que vous pouvez approcher pour travailler ensemble. Merci. Très bien. Une question encore? Oui, on a encore un peu de temps, non, les organisateurs? Oui, effectivement, parce que nous avons accusé donc énormément de retard. Oui. Donc, nous allons quand même... je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont là. D'accord, allons-y. Donc, avec votre... Donc, la prochaine question vient de Stéphanie qui dit « Merci au docteur Tahirou pour l'exposer. C'est une pathologie rare et difficile à prendre en charge, sous nos cieux plutôt. Actuellement, j'ai 2 patients. Les crises sont gérées par l'acide tranexamique. Par contre, j'ai pu faire le dosage de CNH à Lomé. Merci bien, docteur Stéphanie Medji. Merci, docteur, et merci vraiment pour tout ce que vous faites pour les patients qui vivent avec les angioédèmes. Je pense qu'on pourra interagir. C'est déjà de constituer un réseau en Afrique de l'Ouest, un réseau de médecins pour travailler sur cette pathologie. Donc, question. Voilà. Une autre question de Boubacar Djadje qui dit « Merci pour cette brillante présentation, docteur. Les 4 patients diagnostiqués au Niger, c'est sous quelle période? Et est-ce que c'est en une année? » Oui, le premier cas que nous avons diagnostiqué, c'est la forme homozygote dont nous avons parlé. C'est en 2018. Et les 2 autres cas, c'était en 2020. Voilà, actuellement, nous avons ces 4 cas, dont un est décédé. Oui. Mais Tahirou, je crois que parmi tes cas, il y a beaucoup qui appartiennent, il y a 2 ou 3 qui appartiennent à la même famille, hein, c'est ça? Oui, les 3 appartiennent à la même famille. Oui, d'accord. Oui. Et actuellement, il y a 2 qui sont là, une fille de 10 ans et une autre de 19 ans. Franchement, j'ai demandé à la famille qu'on fasse le dépistage. Ils m'opposent le problème de moyens financiers pour faire le dosage envoyé. Mais je pense qu'on pourrait déjà explorer la piste de Lomé, voir comment on pourra les aider. Yeah. Vraiment, c'est compliqué en Afrique souvent de gérer cette pathologie avec tout le coût qu'il y a derrière. Pour un médecin, franchement, c'est dur de voir tout cela. Et je pense que les autorités doivent s'impliquer, puisque ce sont des maladies génétiques rares. En principe, ce qu'on appelle les maladies orphelines, c'est des patients qui doivent bénéficier normalement de la couverture des autorités sanitaires. Et je pense qu'il y a déjà commencé mon directeur qui nous écoute, le professeur Bra Suleiman. Je me dis qu'il serait peut-être important que nous approchions le ministère pour voir ce que nous pourrons faire pour ces patients,
notamment concernant les thérapeutiques, l'icatibant, qui est l'antibradykinin, et puis les concentrés de sein inhibiteurs, au moins savoir une ampoule par patient par an. Franchement, c'est des questions qui me tiennent à cœur et je pense que c'est l'occasion d'en parler. Merci. Non, mais tu ne penses pas si bien dire parce que, en fait, cet exposé a pour lui d'éveiller nos consciences et de nous encourager dans la réalisation de réseaux comme tu l'as préconisé. C'est à travers ces réseaux-là que nous pouvons agir au niveau de nos gouvernants. Et ça, c'est important. Effectivement, il y a un volet très important au niveau de nos systèmes de santé sur la prise en charge des maladies orphelines. Et je crois que les angioïdomes font partie de ces maladies orphelines. Tout à fait, tout à fait. D'autres questions? Pour compliquer un peu les choses, j'ai discuté d'un cas avec Isabelle Bocongibo, là, du CREAC. Il peut exister des angioïdèmes systémiques associés aux angioïdèmes héréditaires. Hein. Oui. Oui, les deux entités peuvent exister ensemble, peuvent cohabiter, bien sûr. Il y a des cas qui ont été... Ça complique les choses. Professeur Ba, votre caméra ne marche plus, hein, je crois. Ben, je constate que ma caméra est out. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est moi qui ne suis pas à la page. Hein. Ah, peut-être qu'il faut cliquer sur l'icône devant, juste l'icône indiquant la caméra. Sinon, la prochaine question vient de Mishtaba, qui est cardiologue, qui est 2S en cardiologie plutôt, à Abidjan, qui dit merci, mes félicitations, cher maître. Ma question a un rapport avec les soutiens entre les IEC et le sacubitril valstran, donc les ARA2. Un délai de 36 heures est requis. Pourquoi ce délai de 36 heures? Bon, en fait, j'explique un peu le mécanisme d'action. On avait vu tout à l'heure comment les UEC provoquent l'œdème, notamment puisque quand on met un UEC, on bloque l'enzyme de conversion, qui est l'enzyme qui inactive, qui désactive la bradykinine. Et ce qui fait que la bradykinine a libre pour provoquer l'angioëdème. Quand on donne un ARA2, les ARA2, c'est quoi? C'est les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur. Donc, c'est-à-dire, on donne l'ARA2 pour sortir du cycle UEC bradykinine. L'ARA2 est un l'angiotensine 2 est un vasoconstricteur, donc ça permet d'élever la pression artérielle. Donc, quand on le met en compétition au niveau de ces récepteurs avec le médicament, ça permet vraiment d'éviter cette vasoconstriction et ça permet de relâcher la pression artérielle, bien sûr. Il y a d'autres mécanismes qui sont associés. Mais ce que je sais, c'est que les UEC peuvent provoquer l'œdème de quelques heures à quelques jours, voire plusieurs années après. Mais ce délai de 12 heures, non, ou de 36 heures, il a dit, ça, je ne le connais pas. Mais c'est que ce qui est sûr, même 6 mois après l'arrêt de l'IEC, il peut y avoir une rémanence du produit dans l'organisme et ça peut donner l'œdème. Et souvent, ça conduit à des errances diagnostiques. Souvent, les gens se demandent, est-ce que réellement c'est l'UEC qui est à la base de cet angioëdème ou encore c'est l'ARA2? Vraiment, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse, mais je ne connais pas ce délai de 36 heures. Merci. Est-ce que je pourrais, professeur, s'il vous plaît, je pourrais juste rajouter quelque chose? Oui. Oui, docteur Tahirou. Oui, en fait, il y a certains qui pensent que à cause des réactions croisées avec les ARA2, on attend quelques jours pour voir si le patient va faire une rémission complète. S'il a une rémission complète, maintenant, on met les ARA2. Parce que si jamais il y a une réaction croisée, en plus de la première réaction due à l'UEC,
Si on met les ARA2, l'activité va être croissante. Donc, c'est vraiment pour la réaction croisée que on pense qu'à 36 heures, les patients peuvent avoir une rémission et en ce moment, on peut tester les ARA2. D'accord. Merci, professeur. Merci à vous. Merci. D'autres intervenants? Non? D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Oui, si, il y a une dernière question, professeur. Bon, oui, allez-y. Une avant-dernière. Une question qui nous vient de Dr Nganga depuis Congo-Kinshasa, qui dit, une question hors pédiatrie. Vous avez évoqué un impact psychologique important de l'angioédème héréditaire. Existe-t-il aujourd'hui des outils d'évaluation psychologique et quelle est votre expérience sur la thérapie psychologique à Niamey? Est-ce qu'une association ne serait pas une solution dans ce cadre? Docteur Nganga depuis Congo-Kinshasa. Oui, je ne suis pas. Oui, professeur, je ne suis pas au courant d'un éventuel outil d'évaluation de l'impact psychologique, mais ce que je sais vraiment, c'est une maladie qui impacte beaucoup les patients, surtout au moment des crises. C'est des patients souvent qui sont très nerveux, surtout quand la crise touche la face ou la sphère ORL. Le patient est complètement défiguré et je me rappelle une fois, il y avait la mère de famille, les patients qui sont de la même famille, au moment où la fille allait accoucher, la maman, elle m'a appelé toute la nuit. Elle était tellement inquiète que sa fille ne fasse une crise que finalement, c'est elle qui a fait la crise. Le lendemain, je l'ai reçue en consultation. Donc, c'est dire toute la dimension psychologique, psychosociale de cette pathologie. Et comme il l'a dit, il serait important d'avoir une association. Au Niger, on a déjà ce qu'on appelle l'HAE Niger, l'association internationale qui s'en occupe. Désormais, le Niger, c'est même cette semaine que j'ai reçu la correspondance. Nous sommes membres de cette association et on va créer des groupes entre les médecins et les patients pour pouvoir échanger. Voilà, merci, docteur Nganga. Très bien. Et la dernière question? Oui, professeur, si vous le permettez, avant de passer à la dernière question, j'aimerais peut-être rebondir un peu sur cette question. Poser une question à docteur Tahirou. Oui. En l'absence peut-être d'outils spécifiques, donc montrant l'impact psychologique, oui, est-ce que les outils de mesure de la qualité de vie qui sont connus génériques donc dans plusieurs pathologies telles que la migraine par exemple, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser ces genres d'outils pour évaluer un peu la qualité de vie des patients? Oui, bien sûr. Bien sûr que je ne suis pas au courant de ça, mais je pense que je vais m'impliquer plus dans cette dimension. C'est pas facile de gérer en même temps l'aspect clinique, mais il serait important pour moi vraiment de m'appesantir sur cet aspect, cette dimension psychologique, bien sûr. Je vais rechercher dans la littérature et puis je vous reviendrai. D'accord, d'accord. Donc, professeur, la dernière question vient de docteur Cheibou qui dit « L'œdème laryngé complique parfois l'intubation en anesthésie. Avez-vous retrouvé dans la littérature des cas où il s'agit d'angioédème bradyclinique plutôt? Merci beaucoup pour cette brillante présentation. » Oui, je reprends la question. Oui, non, en fait, moi, ce que je sais, c'est que pour tout œdème, que ce soit histaminique ou bradyclinique, quand c'est un œdème laryngé constitué, il faudra éviter d'intuber. Et souvent, chez nous, les anesthésistes ont cette habitude de vouloir souvent intuber. Et plus on essaie d'intuber, plus ça augmente l'œdème tissulaire, on active la phase contact de la coagulation. C'est justement ce qu'on avait dit d'éviter. Si on peut aller à la trachéotomie, il faut pas retarder cette pratique. Et les anesthésistes doivent vraiment s'y mettre, apprendre cette technique, parce que ça peut sauver des patients. C'est le cas de notre patient qui était décédé. Assurément, c'est une indication de trachéotomie. Il ne faut pas retarder cette technique. Je confirme, hein, je confirme. Je pense que
il faut avoir la trachéotomie facile. Tout à fait, professeur. Tout à fait. Les pédiatres disent qu'il faut avoir la PL facile. Nous, on dit qu'il faut avoir une trachéotomie facile. Cependant, il faut que nous apprenions à la maîtriser, même en tant que médecin omnipraticien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la dernière question. C'est la dernière question, professeur. Votre caméra est encore perdue, professeur? Non, ma caméra, effectivement, je ne sais pas, mais j'ai appuyé là-dessus, mais ça ne passe pas. Ce n'est pas bien grave, comme ma voix est toujours là. Oui, on reçoit bien la voix. Voilà. Alors, j'ai une remarque à faire. J'ai trouvé un article de la revue de la médecine interne de 2021 sur l'impact de l'angioëdème héréditaire sur la qualité de vie. Alors, je te l'enverrai. D'accord, super. Super. Je rappelle que le docteur Jean-Pierre Jacquier-Moussi depuis Chambéry, c'est notre maître d'allergologie et qui nous a formés avec l'Université de Toulouse. C'est Jean-Pierre. Yeah. Alors, est-ce que la soirée peut être considérée comme très riche? En tout cas, je voudrais quand même passer la parole au docteur Pape Samba Aïn, s'il a quelque chose à dire. Merci. Docteur Pape Samba, quel est ton sentiment pour cette lecture? Je crois que c'est une bonne expérience de partager autour d'une maladie rare. Et je sais que nous avons beaucoup de soucis en santé. Les maladies rares restent un peu en marge parce que peu de gens sont concernés et les médecins qui sont confrontés bataillent comme des samouraïs pour sauver des vies. Et un réseau africain, pour qu'il y ait un centre de référence, un centre d'excellence et de référence pour cette maladie, nous serait d'un certain secours. De la même façon que les associations de patients dans nos pays nous seraient aussi d'un grand secours. Je remercie tout ce que j'ai entendu, Jean-Paul Jacquier, je n'ai pas vu depuis un certain temps, professeur Waba et Taïrou, dont le courage et l'engagement sans relâche nous ont conduit jusqu'à cette soirée. J'espère qu'il y en aura d'autres, autour d'autres questions qui concernent davantage de patients. Je vous remercie de m'avoir associé. Très bien. Alors, peut-être que le professeur Souleymane Bra veut ajouter quelque chose? Oui, professeur. Vraiment, je voudrais dire que c'est très riche cette soirée. Merci au docteur Tahiro pour cette belle présentation. Et je suis très ravi de faire votre connaissance. Et également, notre collègue du Sénégal, on n'a pas eu la chance de se connaître dans d'autres cieux, mais vraiment, ça, je suis très heureux pour ça. Et je souhaiterais également, docteur Tahirou, on est sur un projet de centre de référence ici à Niamey en allergologie et en immunopathologie. On a réfléchi avec même le projet qui est écrit et j'espère vraiment que nous allons aboutir à ce centre-là et ça permettra en tout cas au Niger d'avoir un centre qui peut réfléchir sur toute l'allergologie et l'immunopathologie et également pouvoir communiquer avec les autres de la sous-région. Encore une fois, merci pour tout et vraiment ravi de faire votre connaissance. Merci. Merci, professeur, pour cet apport et puis surtout pour ces projets. Je pense qu'il faut également remercier REPREMAF parce que c'est le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique qui nous soutient. Et ça, par les temps qui courent, c'est quelque chose qui est à saluer et je tenais personnellement à les remercier pour cela, pour ces efforts. Maintenant, si à la fin ils veulent ajouter un mot, ce serait de bon cœur. Je voudrais également féliciter le docteur Tahirou
qui se bat depuis longtemps pour la promotion de l'allergologie au sud du Sahara. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas simple et on va se battre. On va se battre autour de 4 points que je vais noter et qui pourront peut-être résumer un peu notre débat de ce soir. D'abord, il faut qu'on arrive à une meilleure connaissance de la maladie, aussi bien au niveau des praticiens que nous sommes, mais également au niveau des malades. En les organisant, je pense que ça nous permettra de mieux connaître la maladie et surtout d'améliorer l'observance du traitement que nous aurons à mettre en place. Deuxièmement, il faudrait que nous mettions un accent particulier sur les possibilités d'exploration sur place. Il faudrait qu'au niveau de nos relations sud-sud, on puisse pouvoir faire les explorations sans toujours avoir besoin de les expédier beaucoup très loin. Bon, l'exemple du Togo est là. Je pense que ça peut également se faire à Niamey, ça peut se faire à Ouaga, mais pourquoi pas même s'orienter vers un centre de référence tel qu'il se dessine à Niamey. Le troisième élément de défi, c'est les moyens de prise en charge. Alors là, puisque c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, nous avons intérêt à mobiliser nos pouvoirs, nos autorités autour de ce thème et au sein d'une manière générale de la prise en charge des maladies orphelines. C'est extrêmement important, mais nos autorités sont souvent sensibles, encore faut-il que nous mettons ça en exergue. Et je crois que cet exposé même entre dans ce cadre-là, nos autorités nous écoutent. Et enfin, je pense que ce que Pape Samba a dit est très important. Nous avons intérêt à développer la recherche dans notre zone. Il faut que nous créions des réseaux. Et là, Taïrou, nous sommes tous prêts à aller dans ce sens-là. Nous savons que tu es déjà dedans. Et donc, nous sommes prêts à t'accompagner dans ce sens-là. Et je vois l'œil malicieux et lointain de Jean-Pierre, qui sera certainement disposé à nous accompagner dans ce sens. Voilà. Donc, je pense que tout ceci-là montre que l'exposé de ce soir, s'il n'avait pas été fait, devait être créé. Bravo vraiment à Taïrou, bravo à Repremaf et bravo à tous les auditeurs parce que j'ai enregistré une flèche grimpante des participants, ce qui prouve que c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de gens. Voilà. Je vais passer la parole à Repremaf, notre organisateur, pour qu'il nous dise quelle est la suite. Merci beaucoup, professeur, pour tous ces mots. Comme on le sait bien, merci, il est difficile de parler après le maître. Donc, nous remercions tous les maîtres ici présents, professeur Souleymane Bra, professeur Samba, Papa, depuis le Sénégal, et professeur Bra depuis Niamey, et aussi professeur Jacquier depuis la France, et vous-même, professeur Oba. Et donc, c'est la deuxième fois que vous nous accompagnez donc, lors de nos webinaires pour modérer. Et on a toujours donc profité de votre expérience et de votre recul donc, dans ce domaine. Effectivement, nous rejoignons tout ce que vous avez eu à dire pour pouvoir toucher les autorités donc, politiques. Il faudra forcément la création d'un organe moral, régional ou sous-régional, qui aura donc des antennes donc, dans chacun des pays, donc afin de pouvoir, entre guillemets, faire du lobbying donc, au niveau de ces autorités. Surtout que déjà, au niveau international, il y a déjà plusieurs réunions qui se sont tenues dans ce sens, depuis les OMD, donc les objectifs du millénaire du développement, et aussi les ODD. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, c'est que chacun cherche sa part donc de ce qui a été dessiné, et surtout concernant les maladies rares. Donc, professeur, vraiment, merci beaucoup pour la spontanéité et l'amabilité avec laquelle vous avez accepté de modérer ce webinaire, et aussi les participants qui sont là depuis près de 2 heures de temps en train de nous suivre. Merci, professeur. On vous redonne la parole pour le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est merci à tout le monde. Hein.
Bravo à Tahirou, merci à tout le monde. Et puis, ou bien Tahirou, tu veux dire quelque chose quand même? Oui, professeur, c'est pour dire aux collègues qui voudraient vraiment travailler sur cette thématique, sur ce sujet, que je suis vraiment disposé et ils pourront m'écrire, on pourra travailler ensemble pour le bien de ces patients. Parce que ces patients qui vivent avec l'angioédème héréditaire, et je me dis qu'en dehors de nous, personne ne peut rien pour eux. Je me dis que peut-être qu'actuellement, où nous sommes en train de parler, il y a un qui est en train d'étouffer dans un coin perdu en Afrique. Et nous sommes les seuls à pouvoir aller. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent à nous. Il faut vraiment aller les chercher, aller les dépister et essayer de leur trouver des solutions concernant leur pathologie. J'ai déjà essayé d'initier des formations avec le professeur Souleymane Bra. Récemment, on a formé les anesthésistes réanimateurs de l'hôpital, pas que de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, mais de tous les hôpitaux de Niamey qu'on a fait venir ici chez nous. On a pris les anesthésistes et les médecins urgentistes. On les a formés sur la prise en charge des angioédèmes en général, des angioédèmes aux urgences. Et le prochain rendez-vous, c'est avec les pédiatres. Je suis en train d'échanger avec les pédiatres de Niamey pour que je puisse passer le mot, l'information, afin qu'ils puissent dépister cette pathologie chez les enfants. Vraiment, pour tous ceux qui aimeraient travailler sur ce sujet, je suis disposé à ce qu'on travaille ensemble. Ils pourront m'écrire. Et voilà ce que je voulais dire. Bien. Alors, merci à tous. Comme c'est l'ORL qui tient la parole, merci à tous et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci. Merci, professeur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir. À très bientôt.